Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre Heure du Bilan, votre programme spécial consacré au devoir de redevabilité des gouvernants vis-à-vis des citoyens. Pour ce numéro, nous nous intéressons donc à un secteur essentiel pour la nation, un secteur que le chef de l'État a d'ailleurs qualifié de boussole face aux défis persistants. Mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, dont la mission est de concevoir, élaborer et mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de justice, d'état de droit et de droits humains, tout en assurant le suivi. Quelles sont les grandes réalisations de ce département aussi stratégique? Quels défis restent à relever? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau de l'émission Heure du Bilan, Monsieur Yaya Kairaba Kaba, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Monsieur le ministre, bienvenue. Bonjour, Monsieur Camara. Bonjour, Madame Makeme. Bonjour. Pour m'accompagner dans ce débat, à mes côtés, Makeme Donzo. Bienvenue, Makeme. Merci. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a pour rôle d'élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière judiciaire, Monsieur le ministre, matière judiciaire et de droits humains, de veiller à leur application, d'assurer également leur cohérence, mais aussi de définir les stratégies, plans, programmes et projets en lien avec les grandes orientations du gouvernement, entre autres. Aujourd'hui ou à ce jour, Monsieur le ministre, quelles sont les actions fortes que vous avez menées et quel impact ont-elles eu sur le secteur ou la vie des citoyens? Eh bien, merci, Monsieur Camara. Tout d'abord, je tiens, au nom de mon département, à vous remercier, à remercier la Direction générale de la RTG et à vous remercier surtout pour cet exercice qui consiste à l'heure des bilans dans le cadre de la redevabilité à l'égard de nos administrés. Ceci dit, Monsieur Camara, Madame Makeme, par rapport à votre question, au cours de ce débat, je m'efforcerai à résumer de façon synthétique les principales réalisations du département de la justice et des droits de l'homme. Il convient de souligner que certaines actions sont transversales aux deux thématiques, justice et droits de l'homme, notamment celles relatives à l'amélioration des conditions de détention, qui est une question extrêmement sensible. Dans mon parcours, pour cet exercice, je vous parlerai d'abord en grand terme de la justice, proprement dite. Au-delà de son rôle de coordinateur de la mise en œuvre de la politique pénale, je suis chargé de la responsabilité qui m'incombe pour permettre aux magistrats de travailler dans de très bonnes conditions. Ainsi, depuis ma prise de fonction, le département de la justice et des droits de l'homme a initié et réalisé de nombreuses actions, parmi lesquelles je vais vous parler du renforcement des capacités. Le renforcement des capacités est placé au cœur des priorités du département de la justice et des droits de l'homme. Pourquoi? Parce qu'une justice efficace, c'est d'abord et avant tout une justice portée par des magistrats et d'autres acteurs bien outillés, bien formés. C'est dans ce cadre que de nombreuses actions de renforcement de capacités ont été réalisées, notamment, je vais les citer sans être exhaustif, mais de façon limitative, la mise en place du Bureau d'entraide pénale internationale, que nous appelons couramment le BEPI, avec le soutien de l'expertise France. La formation et le perfectionnement des magistrats en matière d'infractions économiques et financières, ainsi que la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. La formation sur le traitement des dossiers d'entraide pénale et la coopération judiciaire internationale. La formation des magistrats de la CRIEF, les greffiers et les officiers de police judiciaire sur les procédures d'exécution et de contrôle des dépenses publiques dans le cadre de la moralisation
des deniers publics. La formation de 40 magistrats de parquet et des autres acteurs judiciaires sur les risques liés aux crypto-monnaies en Guinée. Le renforcement des capacités du personnel sur le processus de digitalisation du casier judiciaire central en Guinée. La formation des acteurs de la chaîne pénale sur la protection en ligne des enfants et des données numériques. Il n'y a pas que les enfants, toute personne vulnérable. La mise en place d'un mécanisme d'alerte sur la lutte contre la corruption en milieu judiciaire et pénitentiaire. Le ciblage et l'opérationnalisation progressive du système de gestion numérisée du casier judiciaire central. La mise en place et l'opérationnalisation des bureaux d'aide juridictionnelle à la Cour d'appel de Conakry et à la Cour suprême. L'organisation d'un séminaire international sur les missions de l'AGRASC. Le recrutement, la formation et l'insertion dans les différentes structures des cours et tribunaux de 100 nouveaux magistrats et de 100 nouveaux greffiers. Voici limitativement énumérées quelques actions phares réalisées à ce titre, au titre de la justice. Dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État et de la justice. À ce titre, le département de la justice et des droits de l'homme s'est vigoureusement attelé à la confection du sceau de la République de Guinée, conformément aux caractéristiques en vigueur, ce pour la première fois dans l'histoire de notre pays. L'organisation des journées nationales des symboles de l'État tout récemment, en prélude de la réglementation. L'élaboration de nombreux textes législatifs et réglementaires, dont, entre autres, premièrement, la révision des lois organiques relatives au statut particulier des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature. Deuxièmement, l'élaboration de l'avant-projet de loi portant prévention et répression des discours de haine, d'incitation à la haine, à la discrimination et à la violence. Troisièmement, l'élaboration de l'avant-projet de loi fixant les modalités du port du bracelet électronique. Ce bracelet électronique est une nouveauté dans l'arsenal judiciaire. C'est une mesure alternative qui vient s'ajouter déjà à celle prévue par le Code de procédure pénale. C'est une mesure alternative pour empêcher que la prison soit le principe. Donc la prison, la détention est l'exception. C'est une nouveauté véritable dans notre code, dans notre arsenal répressif. Troisièmement, je vais vous parler des infrastructures judiciaires et pénitentiaires comme autre acte phare de mon département. L'année 2025 a enregistré de gros efforts pour l'amélioration des infrastructures judiciaires et pénitentiaires par d'abord l'achèvement des travaux de construction de la maison d'arrêt et de correction de Koya, la rénovation des maisons d'arrêt et de correction de Fria, Sigiring, Pita, Gekedou, Kindia, Yomu et Forekaria. La construction de 2 bâtiments de détention à la maison centrale de Conakry pour une capacité de 900 détenus. Le démarrage effectif des travaux de construction de la maison centrale de Yorokodia, conformément aux normes et standards internationaux de modernité. L'objectif étant de se rapprocher des règles minima dites règles Nelson Mandela. La construction de la maison d'arrêt de Massanta. Enfin, l'élaboration d'un cadre de collecte des données statistiques relatives aux affaires criminelles et civiles au niveau des cours et tribunaux. Sur le plan des infrastructures, voici résumé de façon limitative les efforts déployés courant 2025. Quant aux conditions de détention, cette question est extrêmement sensible parce que, quelque part, je suis ce ministre qui est en charge aussi des droits de l'homme. En ma qualité donc de ministre en charge des droits de l'homme, l'amélioration des conditions de détention a été inscrite parmi mes priorités. Car la détention momentanée d'un citoyen ne veut pas dire que ce citoyen
a perdu ses droits ou que ses droits lui sont retirés. En matière de droits de l'homme, la personne privée de liberté a aussi tous ses droits, à part celui d'aller et de venir à sa guise. Ainsi, une attention particulière a été portée sur l'amélioration des conditions de détention. Les actions ci-après ont été entreprises dans ce cadre, notamment la poursuite de l'approvisionnement des établissements pénitentiaires en produits pharmaceutiques. Et à ce niveau, de temps en temps, je fais la surprise pour aller vérifier par moi-même l'infirmerie installée à la maison centrale de Conakry en vue de soigner les pensionnaires qui sont malades. Mon contrôle commence d'abord par les produits qui sont là, vérifier leur date de péremption oui. Et vérifier les doses qui sont là. Et il m'est arrivé... Comme pour dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Effectivement, la confiance n'exclut pas le contrôle. Surtout la matière de la santé est extrêmement sensible. Il faut y veiller dessus. Je ne m'arrête pas là, même pour l'alimentation. Je vais à la cuisine. Avant la cuisine, je vérifie le magasin de stockage des produits. Des bidons d'huile, du poisson fumé, etc., du riz, pour m'en rendre compte des conditions de conservation, la propriété, l'hygiène requise si elles sont effectives. Donc, de ce point de vue, ce sont des questions liées aux droits de l'homme qui ne nous échappent pas. Ensuite, je continue l'énumération toujours dans le cadre des conditions de détention. Je vous parlerai de la régularisation de la dotation des infirmeries, des établissements pénitentiaires en matériel, médicaments, produits, équipements d'hygiène, effets vestimentaires, etc., etc. Le suivi régulier de la chaîne alimentaire dans l'ensemble des établissements pénitentiaires, j'en ai fait mention tout à l'heure. Dans cette rubrique, il faut noter aussi l'augmentation du coût du budget de l'alimentation des détenus et le renforcement du suivi des sociétés restauratrices. La dotation des établissements pénitentiaires en véhicules de service. Un point extrêmement important auquel nous venons d'apporter il n'y a pas très longtemps une correction grâce à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui fait de la justice, comme vous l'avez annoncé, la boussole. Dans ce cadre, 25 fourgonnettes ont été obtenues par le ministère de la Justice et reparties au niveau des maisons de détention afin de remédier à une pratique qui heurte gravement les droits des détenus, c'est-à-dire le fait de les transporter dans les taxis ou sur les motos, à l'intérieur même. J'ai vécu la scène, je suis un ancien magistrat, j'ai fait les 4 régions du pays, par endroit pour amener les détenus de la maison centrale au tribunal pour l'audience. Des fois, on les amène attachés, les uns derrière les autres, ce qui véritablement est tout à fait contraire aux droits de l'homme. Donc, l'obtention des véhicules vient corriger tous ces impairs. Il faut noter que, également, tout dernièrement, des motos ont été également distribuées à certains membres du personnel pour faciliter les déplacements, le transport des courriers, etc., etc. Toujours dans le cadre de l'amélioration des conditions de détention, nous avons pu fournir 3000 lits et matelas aux établissements pénitentiaires du pays. Pas tous les établissements. Je peux vous citer la maison centrale de Conakry, la maison centrale de Koya. Sigiri est prévu. Je pense que le transport est en cours, bien il est déjà fait. Donc, nous avons pu obtenir 3000 lits, matelas et tout ce qui accompagne la literie normale. Il y a également, et je vais terminer par là, l'installation de multiples commodités dans les cellules, et cela en lien avec le respect des droits de l'homme. Lorsque j'ai reçu et présenté le matériel de lit, j'ai présenté en même temps les 2 bâtiments flambant neufs construits à l'intérieur de la maison centrale de Conakry,
avec toutes les commodités, à commencer par le carrelage du sol, le plafonnage, les peintures, les sanitaires, la propreté, l'hygiène. En vue de respecter au moins la dignité humaine. En vue de respecter la dignité humaine. Ouais. Voici les premières actions du ministère de la Justice que je viens de dérouler dans le cadre de la justice, comme je l'ai dit, en grand 1. Et maintenant, en grand 2, je vais vous parler des questions de droits de l'homme, puisque je l'ai annoncé, je suis aussi en charge des droits de l'homme. En matière de droits de l'homme, le ministère de la Justice a travaillé sur 2 axes principaux, à savoir l'axe conjoncturel ou la protection des droits de l'homme et l'axe structurel ou la promotion des droits de l'homme. C'est dans ce cadre que nous avons réalisé les actions ci-après. Premièrement, parlant de la promotion des droits de l'homme, c'est-à-dire dans le cadre de l'axe structurel, là, il y a la formation des magistrats et des hauts cadres de l'État, membres de la société civile sur la justice transitionnelle. Il y a également la formation des membres du mécanisme national de suivi et de rapportage en matière des droits de l'homme sur des techniques de rédaction des rapports dus aux organes des traités. Il y a le lancement du processus de mise à jour progressive de la Guinée en matière de dépôt des rapports dus aux organes des traités. La Guinée était en retard dans le dépôt de 18 rapports. Ce processus a permis la rédaction de 3 rapports en 2025. Le rapport sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques, le rapport sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains, cruels, inhumains ou dégradants, et le rapport sur l'examen périodique universel, l'EPU, que nous avons réalisé il n'y a pas longtemps. Un 4e rapport portant sur le droit des travailleurs migrants, ainsi que les membres de leur famille est en cours de rédaction. Nous prévoyons la rédaction de 3 rapports en 2026 afin que d'ici 2027, la Guinée soit à jour devant tous les organes de traité. Oui. Le passage de la Guinée au titre de son 4e examen périodique universel devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, en Suisse. À l'issue de ce passage, la Guinée a reçu 257 recommandations des autres États membres et elle a accepté 246 et noté 11. L'adoption du rapport de la Guinée au titre de son 4e examen périodique, l'élaboration de l'avant-projet de loi fixant les règles générales relatives à la réparation des préjudices causés par les violations graves des droits de l'homme, l'élaboration du projet de loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme et ses textes d'application, la poursuite de la mise en œuvre de la lettre de politique nationale de promotion et de protection des droits de l'homme, l'élaboration d'une stratégie nationale de suivi de la mise en œuvre des recommandations en matière des droits de l'homme, l'indemnisation des victimes des événements du 28 septembre 2009 au nombre de 334 victimes. Et pour aller un peu plus vite, quant au second axe, c'est-à-dire l'axe conjoncturel, il y a la poursuite de la lutte contre les détentions provisoires prolongées. Dès ma prise de fonction, vous l'avez constaté, quelques mois après ma prise de fonction, et je me suis encore rendu à la maison centrale où j'avais constaté des détentions prolongées, abusives de quelques concitoyens dont les dossiers n'existaient même plus. J'ai fait appel au procureur général en lui donnant des instructions tout de suite de recenser tous ces cas pour que la procédure appropriée soit prise afin que ces citoyens recouvrent leur liberté. Oui. Cela a été fait et à Conakry, à la maison centrale de Conakry, ici, 17 détenus dans ce cadre ont bénéficié immédiatement de leur mise en liberté. Bien. L'exercice a continué à aller à l'intérieur du pays. Et cela a fait tache d'huile, heureusement. Il y a également que nous assurons la veille régulière sur les détentions conformément au Code de procédure pénale. Oui. Depuis cet exercice, nous sommes
vraiment très, très regardant sur les questions de détention, aussi bien au niveau des procureurs que des juges d'instruction. Monsieur le ministre, avant d'aller sur les perspectives, d'abord, ces questions de Makeme Donzo. Monsieur le ministre, ma première question sera sur l'accès à la justice. Quelle lecture faites-vous de l'évolution de l'accès au droit et à la justice, notamment en ce qui concerne les délais de traitement des affaires et les dispositifs d'aide juridictionnelle? Merci, Madame Makeme, pour cette question à deux volets. Je vous dirais que l'accès à la justice fait partie intégrante des droits de l'homme, surtout en ce qui concerne les plaideurs démunis. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de saisir la justice que leur droit doit être mis de côté ou piétiné. Pour cela, le législateur guinéen a prévu ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. Et cette aide juridictionnelle est mise en place, et dispose des fonds nécessaires. Pour tout citoyen démuni, éligible à l'aide juridictionnelle, il y a une procédure à suivre. Dès que cette procédure est accomplie et respectée, il bénéficie de l'assistance de cette aide juridictionnelle. Les bureaux d'aide juridictionnelle également sont repartis sur l'ensemble du territoire national pour venir en aide à ceux de nos concitoyens qui sont dans la nécessité. Par rapport au délai de traitement, effectivement, madame, cette question est très pertinente parce que l'on ne saurait mettre quelqu'un en prison indéfiniment, l'on ne saurait être en détention provisoire indéfiniment. Pour éviter tout ceci, le Code de procédure pénale a défini les délais appropriés et liés à chaque matière. Les délais de détention provisoire en matière correctionnelle sont définis. Le délai de détention provisoire en matière criminelle, s'il y a des renouvellements à faire, les conditions de renouvellement également sont là. Et lorsque ces délais sont manifestement violés, injustifiés, le magistrat fautif est traduit devant le Conseil supérieur de la magistrature pour faute professionnelle. Voilà un peu comment le délai est encadré et il est suivi dans son exécution. Et le manquement peut être dénoncé par toute personne, la personne qui en fait l'objet d'abord, son avocat, ses proches, etc., etc. Et lorsqu'il y a des dénonciations liées à ce genre de situation, je mets tout de suite en mouvement l'inspection qui y procède et qui me dresse un rapport sur la base duquel, si la conclusion établit l'effectivité du manquement, sur cette base-là, je saisis le Conseil supérieur de la magistrature. Monsieur le ministre, on va donc se tourner sur le cadre législatif et réglementaire, puisque vous venez de répondre aux questions de Makeme Donzo. Parlant du cadre législatif et réglementaire, le ministère élabore et veille à l'application des tests normatifs, ce que nous savons. Mais quel progrès aujourd'hui concret avez-vous réalisé dans la modernisation du cadre juridique national et comment ces tests répondent-ils aux attentes actuelles des citoyens guinéens, pour précision? Merci, M. Camara. De nombreux textes législatifs ont été élaborés, ont suivi la procédure jusqu'au niveau du CNT, ont été votés et sont en application. Certains sont déjà en application et il y a d'autres qui sont en cours d'examen, notamment au niveau du CNT. Ces textes ont permis et ont donné une avancée extrêmement importante au ministère de la Justice en termes de respect des normes prescrites dans nos différents codes, et en termes de l'amélioration de la situation des détentions, également en termes de l'amélioration des conditions de travail des magistrats. C'est sous le bénéfice de ces textes normatifs qui nous ont permis de procéder à l'amélioration, à la construction, à la rénovation de beaucoup de nos infrastructures judiciaires, ce qui met nos magistrats dans des conditions idoines de travail pour une production attendue par la population. Monsieur le ministre, le budget de la justice a-t-il évolué? Si oui, est-ce que ce changement a eu un impact sur le fonctionnement du système?
On ne saurait présenter un bilan sans parler chiffres. Oui. En ce qui concerne l'exécution du budget 2025 du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, dans la loi de finances initiale, la LFI de 2025, une enveloppe de 591 milliards 432 millions 863 838 francs guinéens avait été allouée au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Cette dotation a été quand même révisée dans la loi de finances rectificative 2025 et portée à 824 milliards 813 millions 207 029 francs guinéens, soit une augmentation de 233 milliards 380 millions 343 191 francs, correspondant à une hausse de 39%. Principale justification de cette augmentation. Il y a d'abord l'indemnisation des victimes du 28 septembre 2009. Il y a eu ensuite l'achat par le département des tenues et équipements pour la garde pénitentiaire. Ensuite, il y a, j'en ai parlé tout à l'heure, l'acquisition de fourgonnettes pour l'administration pénitentiaire. Au nombre de 50, 25 effectivement reçus. Nous sommes dans la procédure de réception des 25 autres. La situation d'exécution, l'engagement est au niveau de 693 milliards 698 millions 401 834 francs, soit 84% du budget. Le paiement effectif est à hauteur de 584 milliards 286 millions 816 614 francs guinéens, soit 83% du montant engagé. Au titre de l'exécution par titre budgétaire, les dépenses de personnel. Les dépenses de personnel représentent 28% du budget global du ministère de la Justice. Il y a la dotation LFR 2025 à hauteur de 229 milliards 798 millions 408 528 francs guinéens. Le montant exécuté se chiffre à 210 milliards 711 millions 301 015 francs guinéens, soit un taux d'exécution de 92% du montant engagé. Ces dépenses couvrent principalement le règlement des statuts particuliers des magistrats, le règlement des statuts particuliers des greffiers, les dépenses de biens et services, la dotation LFR, 47 milliards 798 millions 840 311 francs guinéens. Je précise que les dépenses de biens et services représentent 6% du budget total. Il y a l'engagement à hauteur de 40 milliards 245 millions 184 731 francs guinéens, soit 84%. Le taux de paiement s'élève à 5% du montant engagé. Quant aux dépenses de transfert, les dépenses de transfert et subventions constituent 19% du budget du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Dans cette rubrique, il y a la dotation LFR 2025 à hauteur de 158 milliards 456 millions 820 290 francs guinéens. Il y a l'engagement de 147 milliards 804 millions 295 290 francs guinéens, soit 93%. Le taux de paiement, quant à lui, se chiffre à 83% de ce montant engagé. Les principales utilisations des crédits à l'alimentation des détenus, à hauteur de 33 milliards 644 millions 220 290 francs guinéens. Quant à l'indemnisation des victimes du 28 septembre, je viens de dégager tout à l'heure le montant. Il y a les subventions accordées, premièrement au casier judiciaire central,
au centre de formation judiciaire et au fonds d'aide juridictionnelle et à l'AGRAS. Ce sont nos EPA. Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Pour terminer, au titre des dépenses d'investissement, la dotation LFR 2025 s'élève à hauteur de 388 milliards 759 millions 137 900 francs guinéens. Le montant engagé est de 291 milliards 138 millions 120 598 francs guinéens. Quant au taux d'exécution, il est de 75%. Et le taux de paiement est de 85% du montant engagé. La principale réalisation financière, l'acquisition de fourgonnettes pour l'administration pénitentiaire, la prise en charge de l'avance de démarrage du projet de Yorokodia, le paiement des décomptes relatifs aux tribunaux de première instance de Farana, du Breka et Mafanko, et enfin aux maisons d'arrêt et de correction de Koya et Fria. Merci pour ces précisions, Monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes dans votre émission Heure du Bilan et nous recevons pour ce numéro le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Heure du Bilan. Monsieur le ministre, cette émission, c'est aussi des rubriques et cette fois, nous allons aller avec cette rubrique que nous appelons ici la loupe. La loupe, c'est cette rubrique qui permet aux citoyens de vous poser directement des questions afin d'apporter des réponses. Avec vous, Makeme Donzo. La première question, monsieur le ministre, c'est de Fanta Chérif, elle est de Lambani. Sa question est la suivante. Monsieur le ministre, de nombreux Guinéens hésitent encore à porter leur plainte devant la justice par peur de la corruption. Quelles mesures concrètes avez-vous prises pour restaurer la confiance et garantir aux citoyens qu'ils peuvent obtenir une justice impartiale? Très bien. La question de corruption revient toujours. Effectivement, la question qui m'est posée est pertinente. Des mesures concrètes sont envisagées par le département de la justice en lien avec sa lutte contre la corruption. Nous avons d'abord procédé au renforcement des capacités du Conseil supérieur de la magistrature, puisque tantôt je vous ai dit qu'il est l'organe de discipline des magistrats, aussi bien du siège que du parquet. Lorsqu'un cas de corruption est décelé, il y a d'abord l'inspection qui est mise en mouvement pour mener les enquêtes comme s'il était dans un rôle d'un véritable officier de police judiciaire. Mener les enquêtes, c'est quoi? C'est réunir les preuves en lien avec les faits dénoncés. Il dresse un rapport d'enquête et ce rapport m'est transmis sur la base de quoi je saisis le Conseil supérieur de la magistrature contre le fautif. Donc, il y a d'abord le renforcement des capacités de cet organe. Il y a aussi, je vous ai parlé de l'inspection, nous avons procédé à l'opérationnalisation des services de l'inspection judiciaire et pénitentiaire. Nous avons surtout aussi renforcé au centre de formation judiciaire des rubriques spécifiquement conçues sur la question de la lutte contre la corruption et les faits assimilés. Ça fait l'objet des cours depuis la formation initiale et même pendant la formation continue. Ces questions reviennent avec de nouvelles dispositions, avec de nouvelles expériences pour davantage outiller les acteurs sur le terrain, mais surtout pour davantage les amener à s'éloigner des cliquetis de l'espèce sonnante et trébuchante. Deuxième question, Makema. La deuxième question, c'est toujours Fanta Chérif qui revient de Lambani. L'indépendance de la justice et la lutte contre l'impunité
sont des attentes fortes des citoyens. Quel progrès concret votre département a-t-il accompli pour renforcer la crédibilité et l'autonomie de l'institution judiciaire? Très bien. Cette question, à mon sens, n'est pas très éloignée de la première. Mais en ce qui concerne les mesures concrètes pour restaurer la confiance et garantir l'accès à la justice aux citoyens, nous avons procédé à la mise en place des bureaux d'aide juridictionnelle à travers tout le pays à la disposition des plus démunis. Nous avons également procédé à la mise en place d'un numéro de téléphone, un numéro vert, à la disposition des citoyens pour pouvoir dénoncer tout manquement dans le fonctionnement du système judiciaire qu'ils constateraient. À date, donc, ce sont les deux mesures phares, en plus du travail de l'inspection que le ministère de la Justice a pratiquement mis en place et est en train d'assurer le suivi. Voilà, avec la dernière question, moi, Kémé Donzo, avant de finir avec cette émission, de Abou Kamara de Koya. Abou Kamara est de Koya. Sa question, Monsieur le ministre, quelles réformes majeures avez-vous engagées pour améliorer le fonctionnement des tribunaux, réduire les lenteurs judiciaires et rendre la justice plus accessible aux citoyens? Bien. Parmi les réformes engagées pour lutter contre cet art, il y a d'abord la formation, toujours la formation. Je reviendrai sur la formation parce que, comme je l'ai dit tantôt, un magistrat mal formé est un danger public. Donc cette question de formation est essentielle à notre niveau. Ensuite, il y a également des inspections périodiques par rapport au travail accompli sur le terrain, par rapport au respect de la loi, par rapport au respect des délais et surtout par rapport au traitement diligent des procédures pour obtenir des décisions de justice. Donc, ces décisions constituent pour nous des leviers qui nous permettent de suivre au quotidien le traitement des procédures dans les juridictions afin que nous soyons alertés dans un bref délai des dysfonctionnements plutôt, s'il y a dysfonctionnement. Il faut y ajouter à cela, de temps en temps, ce n'est pas courant, quelques citoyens adressent des courriers, soit directement au garde des Sceaux, soit à l'inspection, pour dénoncer cet art pour lequel nous prenons immédiatement des mesures. Bien. Vous l'avez déjà compris, nous sommes avec le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Yaya Kairaba Kaba. Monsieur le ministre, nous tendons vers la fin de cette émission. Dites-nous en quelques mots quelles sont les perspectives ou est-ce que vous avez un message avant de se quitter? Ce message et les perspectives vont aller ensemble, puisqu'il y a la contrainte temporelle qui s'impose. En termes de perspectives, nous sommes dans la dynamique de la poursuite du procès du 28 septembre, dans sa phase complémentaire et dans sa phase appel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le procès du 28 septembre, une première décision est tombée, et comme toute décision de justice, les condamnés, ils ont leur droit de contester la décision, ils font appel pour que leurs prétentions soient examinées par la seconde juridiction. Il y a cette perspective-là, il faut que cet appel soit examiné. Mais avant ça, il y a surtout le procès complémentaire, c'est-à-dire ceux des concitoyens qui ont été victimes dont les dossiers n'ont pas été examinés par le premier procès viendront et le tribunal criminel commencera par l'examen de leur affaire. Parce qu'après cet examen aussi, il faut s'attendre à l'exercice des voies de cour, il y aura appel. Et cet appel, plus l'appel déjà fait, seront réunis et portés devant la seconde juridiction. En termes de perspective toujours, il y a l'achèvement de la construction de la maison centrale de Yorokodia.
qui est aujourd'hui... Yorokogia, c'est à Dubreka. C'est à Dubreka, qui est aujourd'hui avancé à hauteur de 12%. Ce qui est très notable. Et d'autres centres de détention, tels que... Bon, Massanta, c'est terminé. J'ai annoncé la date d'inauguration. Ce sera le vendredi prochain. Et tels que d'autres lieux de détention à travers le pays. Il y a aussi l'achèvement de la construction des juridictions de Mafanko, Farana, qui sont aujourd'hui à plus de 85% de réalisation physique. Il y a surtout comme perspective la reprise et la continuation de la construction des juridictions de Kindia, de Mamou et de Kankan, qui font l'objet d'un contrat avec l'Union européenne. Il y a surtout la rénovation en cours et l'extension de la chancellerie qui est le siège du département à côté. En termes de perspective, il y a également la digitalisation du casier judiciaire qui continue. Et enfin, il y a l'opérationnalisation du bracelet électronique comme alternative à la détention, telle que je l'ai expliqué un peu plus haut. Voici nos perspectives courant 2026 maintenant. Merci. Merci vraiment, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à toutes ces questions et de nous apporter toutes ces précisions. À moi de vous remercier pour l'accueil et pour la qualité des échanges. Merci, Makeme Donzo. Merci beaucoup, Abdallah. Merci à nos téléspectateurs et merci à Monsieur le ministre pour votre disponibilité. Vous l'avez déjà compris, ça n'est terminé pour cet autre numéro de votre émission Heure du Bilan. À très vite sur les antennes de la télévision.